Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon top 3 de mes meilleures lectures de cette année 2020. Et en fait j'ai adapté la chose pour faire en sorte qu'à chaque fois ce soit le meilleur livre de telle catégorie, tel genre que j'ai lu, puisque je lis principalement que 3 genres: fantasy, science-fiction et gothique au sens large du terme. Et à chaque fois c'est ma meilleure lecture pour tel genre. J'ai lu énormément cette année comparé aux autres années. Je trouve qu'à chaque fois je lis de plus en plus. Peut-être que c'est parce que je commence à avoir un bon rythme ou alors un peu plus de temps libre, mais dans tous les cas même si j'ai lu pas mal de livres, j'ai pas lu beaucoup de variétés, dans le sens où j'ai quand même lu 12 tomes de Wheel of Time je crois, donc j'ai presque fini la saga complète en une année. J'avais commencé du coup en 2019 la saga, donc ça compte plus ou moins pour 2020, mais voilà, j'ai lu énormément de tomes de Wheel of Time. Ça m'a pas beaucoup permis de lire autre chose, mais dans tous les cas j'ai quand même fait de superbes découvertes. On commence tout de suite avec la science-fiction, avec The Sparrow par Mary Doria Russell. Au moment où je l'ai lu, j'ai fait un reading vlog je crois, et pendant mon reading vlog j'étais justement en train de me dire que mon dieu, ce livre est excellent, ça peut devenir un de mes meilleurs livres de cette année 2020, et effectivement c'est le cas. J'irai même jusqu'à dire, pour que vous ayez une idée à quel point ça m'a marqué, je pense que c'est mon livre préféré pour le moment. Rebecca a été détrônée, laissant place à The Sparrow, qui est une histoire juste incroyable. Donc c'est science-fiction, mais c'est une science-fiction accessible, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop centré sur tout ce qui est scientifique ou futuristique, mais plutôt sur des questions ouvertes sur le comportement de l'être humain face à d'autres civilisations aliens. Dans The Sparrow, on suit en fait un groupe de jésuites qui dirigent une expédition sur une autre planète qui abriterait potentiellement de la vie et surtout une vie intelligente. Et on commence cette histoire là avec le retour d'un seul survivant, qui est en l'occurrence un jésuite, parce qu'il y avait d'autres scientifiques, docteurs, plein de monde avec des expertises différentes. Et ce jésuite il revient complètement traumatisé, que ce soit de manière psychique, physique, et il est incapable en fait d'exprimer qu'est-ce qui s'est passé. Il est dans une espèce d'état de choc, et on a 3 timelines, donc 3 lignes narratives. On commence en 2066 je crois, avec justement ce jésuite traumatisé. On a une ligne qui est en 2019 avec le début de l'expédition, et je crois qu'on a une ligne un peu plus dans le passé avec vraiment comment certains personnages ont évolué dans leur enfance. Non seulement ces entremêlements de lignes narratives qui vont chacune expliquer certains petits détails ou revenir sur des conséquences ou des causes de certains événements, ça fait en sorte qu'on est vraiment déjà happé dans cet univers, mais ça permet de poser diverses questions, parce que justement pour moi le point fort de ce bouquin c'est vraiment toute cette perspective que ça offre en ce qui concerne le comportement de l'être humain. Et justement l'auteur est paléoanthropologue, donc elle a une bonne façon de décrire que ce soit les réactions ou les comportements tout simplement de notre civilisation face à telle ou telle thématique, que ce soit justement des races aliens, ou alors la religion, la philosophie, la science forcément, et comment est-ce qu'on les confronte quand on est dans des situations difficiles. Ça permet de rendre non seulement le récit très cohérent, très crédible, mais accessible. Donc The Sparrow c'est tout d'abord une histoire très très captivante, une aventure, des personnages qui sont très bien construits par justement leur complexité et leurs différentes perspectives. C'est également des questionnements un peu philosophiques comme ça qui mêlent science et philo, et c'est vraiment une combinaison que j'apprécie beaucoup dans la science-fiction, parce que au-delà de simples voyage dans l'espace, on a vraiment des questions qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours, et c'est ça que j'apprécie le plus dans The Sparrow je crois. Enfin il y a tellement de choses que j'apprécie dans The Sparrow, c'est difficile d'en dire qu'une seule. Mais il y a aussi ce côté justement mystérieux, parce qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé, et comme les indices sont donnés au compte-gouttes via différentes lignes narratives, et bien ça rend la chose tellement captivante et intéressante que vraiment c'est une lecture que je recommande à tout le monde. Je le dis que très très rarement mais vraiment lisez ce bouquin, que vous aimiez la science-fiction ou pas, il y aura de toute façon quelque chose qui va vous plaire à l'intérieur, que ce soit l'histoire de manière générale, les concepts, les personnages, voilà, vous serez servi. Donc ça c'est pour la science-fiction. Je vous recommande d'aller voir d'ailleurs ma chronique que j'ai faite à la toute fin d'un reading vlog que je vous mets juste en dessus, parce que je pense que je me suis très bien exprimée sur le pourquoi du comment cette histoire tient la route, et si vous voulez en savoir plus, allez voir ce reading vlog.
Ensuite on continue avec le genre gothique parce qu'on sait très bien qui j'ai choisi pour la fantasy. Le genre gothique, alors comme j'ai dit au sens large du terme, parce que pour moi Picnic at Hanging Rock par Joanne Lindsay, c'est un peu du gothique. C'est un livre que j'ai découvert mais tellement par hasard que je pense que c'est ce qui a un petit peu joué dans le fait que ça m'a vraiment interpellée, ça m'a surprise, et du coup ça a vraiment participé à cet engouement que j'ai eu autour de cette lecture. Donc Picnic at Hanging Rock, eh bien c'est l'histoire de 4 jeunes filles, ou 3 jeunes filles plus particulièrement, qui vivent dans un espèce de pensionnat pour jeunes filles justement, en Australie, puisque c'est un classique australien. Il me semble que c'est considéré comme un classique. Un beau jour, lors d'un pique-nique, ces 3 filles disparaissent. Et ce mystère va vraiment occuper toute la région, parce que personne ne comprend comment ces jeunes filles ont pu disparaître, comment elles ont pu s'éloigner du groupe sans être vues, et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas retrouvées tout de suite. Enfin, 3 jeunes filles dans la nature, ça devrait quand même laisser des traces. Ce qui m'a le plus intriguée dans cette histoire, au-delà du mystère bien sûr, c'est l'atmosphère. Et c'est pour ça que je dis que c'est gothique. C'est parce qu'on a une espèce de décalage. Un petit truc qui fait qu'on se dit mais il y a vraiment plein de choses qui vont pas. Cette ambiance, elle est hyper pesante et ça m'a beaucoup fait penser justement à, je l'avais pris par ici, à Shirley Jackson. Par exemple, Nous avons toujours vécu au château. Si vous l'avez lu, je pense que vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire par cette ambiance pas tout à fait juste, pas tout à fait à sa place on va dire. Et pour couronner le tout, il y a toute une ambiguïté qui est construite autour de cette histoire parce que l'auteur laisse penser en fait que cette histoire est une histoire vraie. Pendant tout le long du bouquin on se dit mais si c'est une histoire vraie c'est horrible, et on a envie d'y croire justement, un petit peu comme dans le found footage dont on discutait l'autre fois dans le weekly update. Donc ce livre m'a vraiment surprise, il est tout fin vraiment, c'est une lecture qui se fait très vite et je vous conseille vraiment de le lire si vous aimez justement ces histoires qui mettent un petit peu mal à l'aise par leur ambiance, par le comportement des personnages et avec un mystère assez intriguant et vraiment cette atmosphère juste lugubre quelque part alors qu'on est en Australie dans une jolie contrée. Hanging Rock est un endroit qui existe vraiment, donc d'où justement l'ambiguïté, est-ce que c'est une histoire vraie ou pas. Il y a quand même pas mal de choses qui sont ancrées dans la réalité, hormis peut-être un petit aspect surnaturel, mais vraiment c'est très court, ça vaut la peine, et si vous aimez Shirley Jackson, c'est vraiment à lire je pense. Et pour terminer, le 3e meilleur livre que j'ai lu cette année 2021 et qui est du coup de la fantasy, c'est, alors plusieurs livres en fait, je dis meilleur livre mais meilleur livre au pluriel, c'est forcément La Roue du Temps. Je sais, je vous casse les oreilles avec ça, je sais même plus comment l'aborder tellement j'en ai parlé, j'ai un petit peu honte, mais vraiment The Wheel of Time. Donc là j'ai les premiers tomes de Eye of the World et je dois vous dire, plutôt vous avouer que ça fait quelques jours que j'ai envie de relire ce premier tome et je me retiens. J'ai fini donc la saga cette année, j'ai lu jusqu'au 14e tome plus le préquel, et ça a été vraiment une expérience, une aventure, une quête juste incroyable qui m'a fait passer par plein d'états, que ce soit au niveau de l'émotion ou alors au niveau de ma santé mentale si on veut, dans le sens où ça me faisait rêver. C'était vraiment une superbe échappatoire. Et du coup, alors The Wheel of Time, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus sur pourquoi est-ce que vous devriez lire Wheel of Time et qu'est-ce que vous devez savoir avant de commencer. Je vous la mets juste en dessus parce que je pense que je pourrais pas faire mieux que cette vidéo pour vous expliquer vraiment l'essentiel. Mais The Wheel of Time, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga épique de fantasy de 14 tomes, 15 si on compte le préquel, avec un monde complexe à souhait, avec une map qu'on va explorer de A à Z. On va passer par des contrées différentes, par des cultures différentes qui vont être vraiment détaillées au point qu'on va pouvoir identifier telle ou telle culture rien qu'avec une petite description. On a également des personnages qui évoluent d'une façon mais juste incroyable. Quand je suis arrivée à la fin du 14e tome, je me suis dit mais en fait il s'est passé tellement de choses, ils ont tellement changé. Si je relis ce premier tome, ça va me faire trop bizarre de voir ces personnages à leur état initial si on veut, parce que ça change tellement au fil des tomes que je suis encore impressionnée de voir à quel point Jordan a réussi à vraiment capturer cette évolution, mais au compte-gouttes, avec des épreuves, des challenges, des dilemmes qui font que ces personnages changent et évoluent, que ce soit au niveau de leur maturité, de leur perspective, de leur façon de voir les choses. C'est vraiment bien fait. Robert Jordan a un don pour créer des personnages, je trouve. Et en plus de ça, on a donc plusieurs points de vue. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les romans de fantasy, c'est quand on a plusieurs points de vue et que ça nous permet de vraiment étendre notre regard sur plusieurs contrées, sur différents plots, sur différentes intrigues. Et ce que j'aime beaucoup
surtout dans Wheel of Time, c'est que oui, on a un peu le cliché du Chosen One, mais toutes les autres perspectives des personnages secondaires ou plus ou moins importants ont le même poids que celui du Chosen One. Et du coup ça crée une vraie dynamique entre les personnages et le monde, et c'est tellement satisfaisant à lire. Et pour terminer, je vais juste parler du plot. Vraiment, on a cette histoire qui commence un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que c'est très ressemblant, mais encore une fois ça va beaucoup plus loin par la suite. On a des personnages qui vont se séparer à plusieurs reprises, qui vont se retrouver, qui vont pendant plusieurs tomes être dans leur coin en train de préparer leurs affaires si on veut, et après se retrouver. Enfin c'est vraiment un fil rouge qui va se séparer en plusieurs petits fils pour ensuite se retisser. Enfin ça résume un petit peu le système de la roue du temps qui tisse les différents destins des personnes entre elles. Donc vraiment The Wheel of Time je conseille. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes de s'engager dans une lecture de 14 tomes, mais quand on arrive à la fin, on se dit, eh ben c'était une sacrée aventure. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre top 3 à vous, hein, parce que je serais curieuse de lire ça. J'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que théoriquement c'est la dernière vidéo de 2020. On se retrouve le 1er janvier normalement pour un weekly update. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu partager avec vous mes meilleures lectures de 2020, parce que vraiment ces trois là, c'est comme je l'ai dit, celles qui ont marqué mon année. Je vous recommande bien sûr de lire tous ces livres là. Et également de me suivre sur Instagram pour plus de contenu, à me suivre sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si vous le souhaitez bien sûr vous pouvez aller me soutenir sur Patreon. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite aussi une excellente nouvelle année. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!